Bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonsoir, merci pour votre accueil et pour l'invitation. Allez, merci beaucoup docteur d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes tout heureux de vous avoir ici. La philosophie, ça passionne beaucoup de personnes. Et quand on nous dit que quelqu'un est docteur en philosophie, qu'il est directeur de master, on s'imagine qu'il est vieux. On s'imagine qu'il a la chevelure toute blanche. Mais pourtant, vous êtes jeune, tout frais. C'est franchement étonnant. Est-ce que le philosophe, ça doit être comme ça? Et il est comme ça d'habitude, en réalité. Allez, donc c'était la petite boutade du soir. Comme ça. J'ouvre le bal aux chroniqueurs. Docteur a dit d'être tolérant. J'espère que mes chroniqueurs seront tolérants avec docteur Alioune Ba. Docteur Alioune Ba, pourquoi le master de philosophie? Parce qu'aujourd'hui, ils sont nombreux qui vous disent, mais attendez, pourquoi aller étudier la philosophie? À quoi ça sert en fait? Alors, c'est une bonne question. La philosophie a toujours été décriée dans ce pays. Pourtant, c'est la science, je dirais la science, je pourrais rentrer pourquoi je dis ça, mais c'est la discipline qui installe chez nous ce qu'on appelle l'esprit critique. L'esprit critique qui nous permet de ne rien accepter comme étant acquis, sans avoir examiné d'abord pour vérifier par soi-même. Ce qui nous permet de sortir de deux choses. Premièrement, les préjugés et deuxièmement, l'expertition. Et pour s'engager dans ce qu'on appelle la vérité. Donc la philosophie permet cet exercice-là rigoureux de douter, de penser, d'examiner, de comprendre par soi-même et de pouvoir expliquer. Et ce qui fait de nous, en tout cas quand on est dans cette posture philosophique, des gens qui ne jugent pas. Ne jamais juger, ne jamais jalouser, être en jalousie, ne jamais prendre quelqu'un en haine. Voilà les conseils de base qu'apporte le philosophe ou la philosophie pour dire comment il faut vivre tout simplement en étant ouvert à la connaissance, en étant ouvert à la différence, en étant sensible à ce qui peut être dit et qui peut être faux, en étant tolérant vers la pensée fausse, mais en étant toujours rigoureux dans la perspective de conduire à la vérité. Et c'est ça la philosophie. Philosophie, donc apprendre à vivre en harmonie avec la communauté. Monsieur Docteur, pour vous, c'est quoi la vérité? Parce que là, vous insistez, c'est le concept sur lequel vous avez plus insisté. C'est quoi la vérité? Alors, est vrai, ce qui, on pourrait rentrer dans la philosophie, vous présenter cette théorie différente de la vérité, mais ce n'est pas un cours de philosophie. Ce n'est pas un cours de philosophie. Est vrai, ce qui est connu par une personne après avoir épuré les phases du doute et de l'examen rationnel. C'est vrai au résultat auquel on parvient. Parce qu'on est dans un ensemble de mécanismes, de processus qui nous permettent de sortir des préjugés, de ce que Bacon appelle, et que notre ami connaît bien, les idoles de la caverne, les idoles de la place du marché, les idoles de la tribu, toute cette doxa qui est construite et à laquelle on croit facilement et qui nous empêche finalement de réfléchir par nous-mêmes. On dit, ah, tiens, M. Camara a dit ça, comme ce que je crois à M. Camara, donc c'est vrai. Je crois. Voilà, je crois. Merci, M. Alioune. Comme d'habitude, très fascinant cette définition pour nous, les profanes de cette discipline. Je vous pose juste deux petites questions. Une question, hein, on va tourner, on va faire tout le temps. Deux petites questions. Bon, je n'ai qu'une seule question. Oui. Seconde, juste pour vous, aujourd'hui, en tant que jeune d'un parcours exceptionnel, résumez-nous pour donner d'inspiration à cette jeunesse qui se déconnecte aujourd'hui de la recherche et surtout de la science. Résumez-nous votre parcours, qui vous êtes, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, quel regard portez-vous sur la recherche scientifique en Guinée et quelles sont les pistes d'amélioration? Alors, ça fait deux grandes questions, très complexes, parce que j'aime pas parler de moi, malheureusement. Je ne sais pas le faire en plus, très bien. J'ai étudié à Conakry jusqu'au camp maîtrise. J'ai eu ma maîtrise de philosophie à Conakry en 2003. Je profite pour saluer la mémoire des professeurs qui sont plus parmi nous. Je pense par exemple à feu Mamadou Bella Baldé, docteur Mamadou Bella Baldé, je pense à Edouard Binet, à Kimara, mais aussi je pense à ceux qui sont vivants, comme Mamadou Dioé Fofana, qui est à Cancan, qui est docteur. Je pense aussi à Fodé Cissé, professeur Fodé Cissé en psychanalyse. Je pense à professeur Oumar Sow en psychologie sociale et du travail. Je pense à docteur Mamadou Ribari, qu'on appelle affectueusement haute philo, et qui nous ont encadrés, qui nous ont accompagnés
pendant des années, je pense aussi, c'était une erreur, il faut que je le cite, parce que c'est professeur Feu Moussa Oularé, et aussi actuellement professeur, je l'appelle toujours ainsi, professeur Abdoulaye Mamadou Touré, qui est vice-doyen chargé des études à la faculté des sciences sociales. Et il nous a encadrés, nous a formés, ils nous ont accompagnés, tout ce beau monde que je viens de citer. Et c'est à l'issue de ce parcours que un jour, je passais dans le bureau du chef de département de l'époque. Il me dit « Ah, vous êtes un bon étudiant, il vous faut aller jusqu'au camp de thèse. » Je découvrais que j'étais un bon étudiant. Bon, moi, j'étais dans... Voilà, comme tout le monde. Et puis, il m'a dit, non, sérieux, vous pouvez faire un 3e cycle. Et je termine actuellement une thèse à Strasbourg. C'est l'endroit idéal parce que c'est rigoureux, c'est carré, et puis la philosophie allemande, on connaît sa place aujourd'hui dans la philosophie mondiale et tout ça. Donc il a réussi à me convaincre, j'ai monté un dossier qu'il a fait accompagner d'une lettre. Et puis, j'ai eu une admission. Le processus n'était pas aussi complexe que ce l'est aujourd'hui. Donc, j'ai été à Strasbourg, et c'est à Strasbourg, j'ai fait un DEA de philosophie. Puis, je me suis engagé dans une thèse de philosophie après avoir obtenu, entre-temps, un master à l'Institut d'études politiques de Strasbourg. Donc, voilà mon parcours. Et puis, j'ai commencé une thèse sur la réception théologique et philosophique de l'islam en Europe à l'époque moderne. C'est le rendu de la thèse que vous aviez là, 500 pages. Une thèse que j'ai soutenue devant un jury de 5 professeurs pendant 5 heures. Voilà, pendant 5 heures, pendant 5 heures, pour avoir le grade, en tout cas de l'enseignement supérieur français, le grade officiel de docteur en philosophie. Donc voilà, la première partie, en tout cas sur ce parcours-là, il y a beaucoup de détails dans lesquels on ne rentrerait pas, que chacun pourrait connaître, parce qu'aujourd'hui, on a la chance que le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation finance des bourses de thèse et de master. À notre époque, ce n'était pas le cas. Donc on peut remercier et féliciter celui qui est l'initiateur de cette idée, en tout cas l'ancien ministre Abdoulaye Yero Baldé, qui a initié ce processus que la nouvelle ministre actuellement et toute son équipe continuent à mettre en œuvre et à valoriser, parce que ça permet aux jeunes chercheurs qui vont maintenant de ne pas connaître les mêmes galères que nous on a connues. Voilà, parce que nous, il fallait travailler. Pour la petite anecdote, je racontais à mes amis que je me levais à 5 heures du matin, j'allais travailler à 100 km de mon domicile et je rentrais à 22 heures, à 20 heures. Je descendais directement à la Bibliothèque nationale où je travaillais jusqu'à 22 heures. Et le lendemain, le même cycle se répétait. C'est dans ces conditions que cette thèse a été réalisée. Ouf. Voilà, donc je suis heureux d'être arrivé à bout et de pouvoir venir enseigner en Guinée, parce que c'était un de mes objectifs, avoir ces diplômes, mais revenir en Guinée et servir la jeunesse. Vous ne regrettez pas trop, avant que tu me poses la question, parce que les gens ici parlaient de regrets de docteurs qui ne veulent pas venir parce qu'on n'encourage pas trop les enseignants-chercheurs chez nous. Non, on n'encourage pas trop. Si il faut venir parce qu'on est encouragé, on ne reviendrait pas. Il faut venir parce qu'il y a une jeunesse à former, parce qu'il y a une jeunesse qui est utile. 65% de notre population a moins de 35 ans en Guinée. Et 70% de cette population, ce sont des jeunes femmes qui sont actives. Donc il faut venir montrer à ces jeunes-là que la philosophie, ce n'est pas aussi compliqué qu'on dit, qu'il faut lire, il faut être accompagné d'un point de vue méthodologique et il faut acquérir cette rigueur et se l'appliquer à soi-même au quotidien, et qu'après on découvre les textes, on rentre dedans, on s'installe là-dedans et puis on est à l'aise après pour en parler, pour discuter. Et c'est ce que j'ai fait comme choix depuis quelques années maintenant, de faire des allers-retours et depuis 2021 de rentrer définitivement, qui est quand même une chose difficile puisque j'ai une partie de ma famille qui est en France, mais je vis en Guinée à temps plein, je sors que pour les conférences, mais sinon je suis là.
Merci Le beaucoup. regard sur la recherche Moi, je scientifique. voudrais savoir, Je répondrai à ça. est-ce qu'il existe une congrégation de philosophes internationales à laquelle vous appartenez? Et si oui, qu'est-ce que vous comptez faire en collaboration avec ces membres-là pour l'éducation guinéenne et particulièrement pour la philosophie, le domaine de la psychologie? Oui, il y a de très grands clubs de philosophie en France, au Sénégal, en Afrique de façon générale, au Congo, au Zaïre par exemple, mais en Europe, en Amérique, oui, il y a des grands groupes de réflexion philosophique qui existent. J'en suis pas membre de toutes. Pour le moment, j'intègre petit à petit des réseaux et puis j'essaye de les faire intéresser à la Guinée. Dans mon master, par exemple, je fais intervenir des philosophes français, des grands philosophes français. Je parlerai du professeur Gérard Bensoussan, qui est parmi les grandes figures actuelles de la philosophie mondiale, spécialiste de Hegel, de Schelling, des grands penseurs qu'on connaît en philosophie. Je parlerai par exemple au Canada de Maxime Allard, professeur Maxime Allard, qui nous rejoindrait cette année à Conakry pendant une semaine pour nous accompagner. À l'université de Dakar, par exemple, on a de très bonnes relations avec les collègues philosophes. On est en train de penser des modalités de les faire venir et de les faire intervenir à Conakry. Et puis voir avec les collègues de Strasbourg aussi qui m'ont proposé un partenariat avec la francophonie pour pouvoir prendre en charge leur billet et leur séjour en Guinée. Donc il y a des choses qui se construisent petit à petit. Si ce n'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Mais il reste sûr que les collègues sont déjà motivés parce que rien qu'en psychologie, par exemple, puisqu'on a divisé le master proprement dit, les deux groupes. On a un groupe philosophie et un groupe psychologie. Le groupe psychologie, par exemple, a eu des cours avec des professeurs de Strasbourg en ligne. Donc, c'est parce qu'on a eu coupure d'Internet à un moment qu'on a arrêté ces cours-là, parce qu'on n'arrivait plus à tenir, mais c'est des cours qui ont eu lieu. Moi, je m'en veux pour exemple que mes étudiants ont vu une coupe du cerveau humain, ils étaient, voilà, c'était un waouh. Un professeur derrière son ordinateur qui leur montre et qui leur explique ce que chaque partie du cerveau fait et que si telle partie est endommagée, quelles conséquences ça a sur la vie psychique de l'individu. Donc voilà, on a ces réseaux qui se construisent, c'est une belle question que vous posez et nous allons continuer à les amplifier. Aujourd'hui, on a à l'université de Sonfonia le doyen Moustapha Diop qui accompagne ces projets-là. On a une nouvelle équipe au rectorat, je vais parler du professeur Daniel Lama, du professeur Momoya Silla et du professeur Abdul Karim Diallo qui soutiennent ces idées-là parce qu'ils sont inscrits dans cette démarche-là qu'il nous faut nous rénover en faisant venir du renfort et que c'est cela qui nous permettrait aussi d'être une université d'excellence parce que nous sommes la première et la plus grande université en sciences humaines de Guinée, l'université de Sonfonia. Monsieur, oui, merci docteur. Et je voudrais revenir sur votre intervention quand vous parlez de la psychologie en parlant de la philosophie, puisque nous savons qu'à l'université de Sonfonia, les étudiants qui sont orientés en philo et psychopédagogie souvent ne terminent pas les études en tant que philosophe. Parce qu'en troisième année, il y en a qui se spécialisent en criminologie, il y en a qui se spécialisent en psychologie, il y en a qui se spécialisent en philo politique, que d'autres appellent la philosophie des relations internationales, et d'autres finissent en tant que philosophes de façon générale. Est-ce que dans ce cas, est-ce qu'on peut développer la philosophie? C'est-à-dire que actuellement, nous avons tendance de voir que les cours de philosophie cèdent la place à ces matières-là, c'est-à-dire à la psychologie, à la criminologie, et à la politique. Est-ce que ça ne tue pas un peu l'enseignement de la philosophie? Est-ce que ça ne tue pas un peu la philosophie? Parce que quand j'ai posé la question, certains ont dit qu'il serait important de créer un département philo et sciences de l'homme. C'est-à-dire une faculté philo et sciences de l'homme. Au sein de cette faculté, on va créer département criminologie, département psychologie, comme ailleurs, et département philo-politique, etc.
Je résume en disant ceci. Est-ce que le fait que la philosophie soit liée à ces matières-là aujourd'hui qui sont convoitées plus que la philosophie, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en 4e année, on a souvent 10-15 personnes. Mais en criminologie, on a 20-30. En psychologie, on peut avoir jusqu'à 100. Mais personne ne veut aller vers la philosophie. Alors qu'on dit département philo et psychopédagogie. Mais en 3e année, on a 10-15. Est-ce que vous avez pensé à ce facteur-là? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir dans ce sens afin que, n'est-ce pas, la philosophie ne soit pas tuée par la présence des autres matières? De ses enfants. Que la mère ne meure pas de ses enfants. Oui, j'ai été un peu vague. Non, c'est une belle question. Merci beaucoup de l'avoir posée. Il faut connaître un peu l'historique, comment on en est arrivé à ça. Pour mémoire, des ministres ou même des parlementaires ont annoncé qu'il fallait fermer carrément le département de philosophie. Parce que la philosophie est tout simplement subversible. C'est tout. Les philosophes sont subversifs et ça fait peur aux politiques. Ça fait peur aux autorités en place, aux autorités anciennes comme les nouvelles. Mais ça, c'est pas qu'en Guinée, c'est partout la même chose. Parce que le philosophe a cette liberté de pensée qui dérange. Alors, on a voulu fermer le département de philosophie. Nos professeurs, j'ai cité quelques noms tout à l'heure, ont trouvé l'astuce d'adjoindre à la philosophie un ensemble de disciplines pour sauver la philosophie. D'ailleurs, si on prend l'histoire de la Guinée et la relation qu'on a à la philosophie, c'est qu'on a enseigné pendant longtemps de la philosophie idéologique en Guinée, pas de la philosophie telle qu'elle devrait s'enseigner, telle qu'elle pourrait conduire à cette libération authentique de l'individu et lui permettre de déployer de façon libre et volontaire son intelligence et son esprit critique. Maintenant, ce que moi je fais depuis 2 ans, je suis nommé depuis décembre 2022 directeur du master philosophie. Ce qu'on a fait, on a commencé déjà à scinder les 2 groupes. Aujourd'hui, quand vous allez, le groupe philosophie a son cours à part, avec ses professeurs à part, avec sa méthodologie de travail à part, et le groupe psychologie, la même chose. Des cours qui sont complètement différenciés, avec des professeurs, avec des méthodologies complètement différenciées, ce qui fait que dans l'année prochaine, on aura une première promotion de vrais psychologues formés, parce qu'aujourd'hui on fait de la psychologie clinique, de la psychologie du développement, de la psychologie sociale, de la psychopédagogie, et aujourd'hui de la méthodologie des sciences sociales appliquées à la psychologie. Et on a des professeurs qui sont docteurs pour la plupart, et ceux qui ne le sont pas ont au moins 20 ans de pratique de métier, ce qui leur confère naturellement la légitimité pour enseigner dans ce département. Donc nous sommes dans une phase de réforme, et elle va continuer. Elle va continuer parce que on vient de parler de ces réseaux partenariaux qui se mettent en place. Tout cela va nous renforcer et va venir crédibiliser une offre de formation que nous sommes en cours de construction, qui va permettre à la philosophie de prendre son envol. Comme vous le dites, c'est la formule hegelienne. Hein? La philosophie, la chouette de Minerve ne prend son envol qu'à la tombée de la nuit. Et donc la philosophie prendra effectivement son envol à partir de ce moment-là et proposera une faculté de philosophie, parce que c'est ambitionné aujourd'hui par l'ensemble des collègues d'avoir une faculté autonomisée, d'avoir également au sein de cette faculté les différents départements que vous avez énumérés, qui sont tout à fait légitimes pour qu'on puisse avoir en Guinée un vrai parcours de philosophie, mais aussi un vrai parcours de psychologie et de criminologie. Oui, maintenant, et je termine, docteur, en disant, puisque j'ai suivi... On a 9 minutes, oui, je comprends. J'ai suivi la soutenance du journaliste Akumba. Une question a été posée, vous êtes revenu sur la question, et je voudrais poser la même question ici, parce qu'on vous a posé la question de savoir la violence, si la violence est innée ou acquise, c'est-à-dire qu'on est violent ou on devient violent. Ce jour-là, cette question avait beaucoup fatigué le candidat, mais vous êtes revenu. Je voudrais brièvement que vous expliquiez à nos téléspectateurs si l'homme naît violent ou s'il devient violent. Alors, vous avez 2 théories, 2 théories qui en parlent le mieux. La première, c'est celle de Hobbes,
c'est de cela que vous parliez. Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. La seconde, c'est celle de Rousseau, l'homme n'est bon, c'est la société qui le pervertit. Et Spinoza nous dirait même que l'homme est utile à l'homme est un dieu pour l'homme. Voilà les deux grandes théories. Alors, à partir de là, si on veut rester chez Hobbes, il faut comprendre que Hobbes nous peint un état d'artifice qui n'est pas réel, une situation réelle, mais pour nous conduire vers une situation optimale où on peut avoir ce qu'il appelle le contrat, où un contrat intervient. Il nous dit clairement dans le Léviathan, en tout cas les premiers chapitres, la première partie du chapitre 1 au chapitre 17, il décrit ces choses-là. Et la deuxième partie du chapitre 17 au chapitre 29, il nous dit que c'est par la peur de la mort violente, c'est la crainte de la mort violente qui nous conduit à l'état de société. Nous allons chacun développer à ce moment notre rationalité pour dire, puisque nous sommes des hommes, des êtres doués de raison, et si on construisait sur la raison et non sur nos forces et sur la ruse. Et c'est à partir de ce moment que naît le contrat qui nous permet de vivre ensemble. La deuxième, c'est celle de Rousseau. L'homme n'est bon, c'est notre société qui le pervertit. Et dans cela, vous maîtrisez cette théorie mieux encore que moi, puisque vous-même, vous êtes philosophe très aguerri, très compétent. Mais moi, il y a une question que je veux poser, parce que j'ai vu beaucoup de travaux de docteurs sur l'islam. Voilà, moi, je vais vraiment poser une question sur le thème. Non, sur l'islam. Il a beaucoup travaillé sur l'islam. Sur sa thèse. Oui. Moi, je voulais savoir, docteur, qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème? Je rappelle, vous parlez de la réception théologique et philosophique de l'islam en Europe à l'époque moderne. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème? Première question. Mais est-ce qu'une étude contraire est envisagée, autrement dit, la réception théologique et philosophique du christianisme en Afrique? Question facile, hein? Vous avez fait pour l'islam, est-ce que vous allez le faire pour le christianisme? Les chrétiens aussi vous écoutez. Pour l'islam, je l'ai fait, je vais justifier ce choix parce que je voulais travailler d'abord sur la philosophie africaine. Mais je suis arrivé dans une université où je n'avais pas de spécialiste en la matière, en philosophie africaine. Donc, je venais de m'installer à Strasbourg. Donc, quand vous allez par vos propres moyens, vous comprenez combien c'est compliqué. Donc, changer de ville pour aller trouver un directeur qui peut animer, accompagner cela, c'était compliqué. Donc, et puis, j'ai vu cette situation en Europe où la religion n'est pas présentée de la même façon qu'on l'a vécu ici, notre éducation et tout. Je me suis dit, tiens, là, il y a un sujet à réflexion, et puis voilà. Donc, comme ça que je suis rentré dedans. Est-ce que j'envisage de travailler sur la réception du christianisme en Afrique? Oui, un jour. Si les moyens le permettent, et c'est pourquoi j'aimerais rencontrer prochainement le cardinal Robert Sarah, parce que c'est une éminence grise sur ces questions-là qui pourra nous enseigner, nous éduquer et peut-être nous donner des pistes pour approfondir des réflexions dans ce sens. Mais oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, j'ai juste une petite question. Docteur, les conclusions de votre thèse, et aujourd'hui, est-ce que ces conclusions peuvent servir de ligne d'orientation pour notre politique publique ou même notre vision des choses en Guinée? Alors, oui. Posons-nous la question tout simplement. Hein? Est-ce qu'en Guinée, on est des pratiquants ou des vrais croyants? Tout simplement. Voilà. Quand j'ai commencé mon cours il y a 2 ans, c'est la première question que j'ai posée à mes étudiants. Nous avions passé 3 heures à la développer. On a eu une classe divisée en 2 groupes. Les uns me disent, nous sommes des pratiquants. Les autres nous disent, nous sommes des croyants. J'ai dit, alors, dites-moi. Ceux qui disent que nous sommes des pratiquants me disent, monsieur, quelqu'un va vous dire ici, je vais à la prière, mais il va détourner l'argent de l'État qui doit servir à construire un hôpital, une école, des biens d'intérêt généraux pour tout le monde. Voir même une mosquée, une église. Et il va s'approprier ce bien et il va aller donner 10 000 à la mosquée. Il va dire, je suis un bon musulman. Et les étudiants me disent, lui, c'est un pratiquant, c'est pas un croyant. Les autres me disent, est croyant celui qui applique à la fois les valeurs de la religion, celui qui a la foi, et celui qui tend vers l'excellence dans son comportement. Donc,
on est un peu dans la philosophie, parce que la philosophie n'appelle rien d'autre que ça. L'excellence dans le comportement, c'est ce qu'on appelle l'éthique individuelle. Et c'est cette éthique individuelle qui nous manquerait peut-être en Guinée pour développer notre pays, parce que nous avions tout le reste. Hein? Comment se fait-il qu'un pays si riche, également de ses ressources humaines, parce que c'est la première richesse de ce pays, la jeunesse, plus de 65%, comment se fait-il qu'aujourd'hui on est encore à la traîne? Maintenant, docteur, je ne sais pas si les programmes de philosophie qui sont en train d'être renouvelés, est-ce que par exemple vous avez été consulté, est-ce qu'on a demandé votre avis? Parce qu'on se rend souvent compte que les programmes de philosophie ne collent pas avec nos réalités. On veut tellement copier le programme européen, si bien que ce qu'on enseigne aux enfants, souvent, ne laisse pas vraiment... En fait, c'est cette impression que nous avons, en fait. Oui, dans le même cadre, moi j'ai appris qu'il avait fait une proposition au MEPIA, et quand il a proposé au MEPIA, et après, son projet a été volé. C'est-à-dire qu'au lieu de le laisser faire le travail, il a vu notre personne faire le travail à sa place. Ah oui, mais est-ce que c'est vrai? Oui, est-ce que c'est la question de la propriété intellectuelle? Propriété intellectuelle. Il a fait le travail. Vous savez, tant que ça sert à la Guinée, tant mieux. Alhamdoulilah. Hein? Voilà, le reste, le commentaire n'est pas utile. Ça a servi à des professeurs guinéens. Parce que ce qu'on constate au secondaire, c'est que on a 95% des professeurs qui enseignent la philosophie, qui ne sont pas philosophes de formation. Effectivement, oui. Voilà. Et donc, nous, on avait proposé de former, parce qu'on a le département, et c'est l'occasion de saluer mon chef de département, Fodé Souma, qui est le chef de département de philosophie de la plus grande université en sciences humaines de Guinée, et qui gère ce programme-là avec Aïdio Diallo. Donc, on avait proposé de venir former les enseignants de philosophie pour qu'ils aient les notions de base en didactique d'enseignement de la philosophie. Parce que la philosophie ne s'enseigne pas comme les autres disciplines. Bon, le projet a été validé, comme dit le collègue. Voilà, il a été exécuté par d'autres personnes. Tant mieux, alhamdoulilah. Ça a servi à la Guinée. C'est ça qui importe. Mais en vrai dire, ce ne sont pas des philosophes qui sont venus former. Non, le drame, c'est que le concepteur d'une idée, quand le concepteur n'est pas associé à la mise en application, il y a toujours des éléments biaisés. On a une seule minute. Docteur, un seul mot pour la recherche, pour la révélation de la recherche en Guinée. Et quel est votre regard? Quelles sont vos propositions et vos suggestions afin que la recherche peut servir quelque chose pour la Guinée? Alors, il faut déjà beaucoup de personnel dans la recherche. On manque de personnel dans la recherche parce que les enseignants, nous qui devons faire de la recherche, nous avons 3/4 de notre temps qu'on passe à faire du travail administratif. Donc il faut nous vraiment sortir du travail administratif pour qu'on puisse faire de la recherche, que notre travail soit, on vient, on enseigne et ensuite on va à la bibliothèque, on fait de la recherche, on produit de la science, on écrit des articles, on publie, on écrit des livres, on publie. Mais pour cela, il ne faut pas avoir à faire trois quarts de sa journée à faire des questions d'attestation, des questions de relevé de notes. Ça, c'est un secrétariat de faculté, un secrétariat de département. Il faut recruter ce personnel en renfort qui va nous aider à nous dégager du temps pour faire de la recherche qualitative et on en a besoin. En 5 secondes, où on peut trouver vos ouvrages? Alors, l'islam rationnel de Bachir Ndiaye, c'est dommage qu'on n'ait pas pu en parler. Parce que on aura l'occasion une autre fois, c'est parce qu'on n'est plus pas le temps. Bachir Ndiaye fait partie des 15 personnalités dont la pensée gouverne le monde actuellement. C'est un Sénégalais qui a étudié à Paris, qui est agrégé de philosophie, qui enseigne aujourd'hui à Columbia University et que je vais rencontrer avec beaucoup de plaisir au mois de mars à l'Université de Strasbourg pour présenter ce livre-là à l'Université de Strasbourg, qui a cofinancé d'ailleurs la publication de ce livre. Voilà, donc merci beaucoup Monsieur Alioune Ba, directeur du Master de philosophie et de psychopédagogie à Symphonia. Merci d'être venu nous expliquer ce que c'est que la philosophie. Vous nous avez quelque part rendu moins susceptibles face à la philosophie, moins peureux.